Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. À la une de Ça vous regarde ce soir, un invité exceptionnel. Ancien Premier ministre, ancien candidat à la présidentielle, il a été maire de Bordeaux pendant plus de 20 ans. Il est aujourd'hui membre du Conseil constitutionnel et il prend la plume pour nous raconter son Chirac. Il était aux premières loges de la cérémonie d'hommage qui était rendue à l'ancien chef de l'État ce matin à l'Assemblée. Alain Juppé est avec nous ce soir. Nous parlerons aussi des différentes formes d'engagement en politique. Et si le suffrage universel n'était plus suffisant, un livre traite de ce sujet en cette rentrée. Il est signé Alice Zéniter, jeune et talentueuse romancière. Elle dialoguera notamment avec le ministre en charge des relations avec le Parlement, Marc Fesneau. Sans oublier bien sûr la chronique de Thomas Després. Ce soir, ces jeunes et heureux papas qui pourront pouponner plus longtemps. Voilà pour le programme, mais tout de suite place à notre grand témoin. Bienvenue sur ce plateau, Alain Juppé. Bonsoir. Et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Il y a un an, presque jour pour jour, disparaissait Jacques Chirac, votre mentor en politique, celui qui vous a ouvert tant de portes, celui qui vous a tant appris. Vous le racontez dans ce très beau témoignage, en forme de confession, en forme de lettre à Jacques Chirac, Mon Chirac, une amitié singulière, aux éditions Taillandier. On va y revenir longuement, 40 ans de vie politique, c'est un peu un autoportrait aussi, hein, en creux. Je parle de moi aussi, Absolument. Vrai. Mais d'abord, revenons sur cette cérémonie qui avait lieu ce matin, à laquelle vous avez assisté à l'Assemblée nationale. Toute la Chiraquie, comme on disait à l'époque, était là. On peut citer le cercle intime, bien sûr, Claude Chirac, Frédéric Salabarou, mais aussi François Baroin, Jean-Louis Debré, Christian Jacob. Qu'est-ce que ça fait de retrouver ces gens-là dans cette maison-là? C'était un très beau moment et vous avez raison de dire que je retrouvais beaucoup d'amis. Comme je ne siège plus à l'Assemblée nationale depuis quelques années, j'avais perdu un petit peu le contact et ça a été pour moi un grand plaisir de les retrouver. Mais c'était la Chiraquie et un peu plus que la Chiraquie, parce que vous l'avez vu, tous les bancs de l'Assemblée nationale étaient garnis, entre guillemets, par de nombreux parlementaires. On va le voir dans un instant en image. Il y a eu un moment d'unité autour du discours du président Ferrand, qui a fait un très beau discours dans lequel il a rappelé les étapes de la carrière de Jacques Chirac, mais dans lequel surtout il a montré qu'il avait bien senti la personnalité profonde de Jacques Chirac. J'ai retenu deux mots qui me paraissent bien résumer finalement sa philosophie politique. C'était un républicain, très attaché aux valeurs républicaines et donc très déterminé à ne jamais se compromettre avec la droite extrême. Et c'était aussi un humaniste, très attentif également à ceux qui avaient le plus besoin d'attention. Alors, on va en parler de Jacques Chirac. Ce lien charnel avec les Français qu'il avait, pour reprendre la formule de Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale. Retour en images sur cette matinée exceptionnelle. Une plaque a été dévoilée à l'endroit même où Jacques Chirac siégeait dans l'hémicycle. Regardez, c'est un sujet d'Ahmed Tazir. C'est le moment solennel de la journée. Côte à côte, le président de l'Assemblée nationale et Claude Chirac, la fille de l'ancien chef de l'État. Ensemble, ils dévoilent la plaque en honneur de Jacques Chirac. Applaudissements nourris, il y a les Chiraciens de la première heure, Alain Juppé, Jean-Louis Debré, l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, mais aussi des personnalités de gauche, Jean-Luc Mélenchon, Anne Hidalgo ou l'ancien président de l'Assemblée, Claude Bartolone. La plaque de cuivre, la 65e de l'hémicycle, est apposée au-dessus du siège 99, le siège même qu'occupait Jacques Chirac à l'Assemblée lorsqu'il était député de Corrèze. Dans son discours, le président de l'Assemblée salue un Chirac qui a su incarner l'essentiel de la France à la façon des Trois Mousquetaires. Comme Porthos, il aimait la simplicité et la cordialité. Comme Athos, plus complexe et tourmenté qu'il s'efforçait de paraître, il savait conserver sa part de secret. Comme Aramis, séducteur et séduisant, fin tacticien, réunissant en lui les qualités des Trois Mousquetaires, Jacques Chirac s'inspira finalement librement de leur devise en proclamant « La France pour tous et tous pour la France ». Jacques Chirac a été député de la Corrèze pendant plus de 16 ans, 2 fois président, 2 fois Premier ministre. Ceux qui l'ont côtoyé mettent en avant la profonde humanité du personnage.
Un humanisme, une humanité, une ouverture sur les autres, un respect, un profond républicain, un passionné de la France. Voilà, on est heureux aussi de l'accompagner dans les mémoires. J'ai connu des mouvements personnels extrêmement chaleureux, courageux. C'est quelqu'un qui, au fond, savait se faire aimer, et c'est ce qu'on entend et ce qu'on voit aujourd'hui. J'ai eu la chance de le connaître, de le rencontrer, évidemment parce qu'il avait gardé cet attachement à Paris et d'être toujours extrêmement chaleureux. Je pense qu'il incarne quelque chose qui, pour les politiques, doit être aussi une priorité. C'est cette empathie et ce contact, ce goût du contact, ce goût des autres. La cérémonie, c'est aussi l'occasion de retrouvailles, pas si fréquentes que cela finalement. Une bonne partie du personnel politique de droite, mais aussi de gauche, rassemblé, dépassant les clivages partisans, pour un hommage singulier, un an après la mort de l'ancien chef de l'État. Voilà, une plaque dans l'hémicycle, plaque à la place 99 pour être précise, Alain Juppé, en bonne compagnie, parce que pas très loin, il y a Michel Debré, et un peu plus loin, il y a Georges Pompidou, son mentor. Il est bien là où il est, avec cette plaque. Oh, vous savez que c'est Georges Pompidou qui lui a donné toutes ses chances en lui donnant un poste ministériel. Quelques jours à peine avait-il été élu député de la Corrèze. Et il y avait entre Pompidou et Chirac un peu la même relation qu'entre Chirac et moi. C'était une relation qui n'était pas intime. Nous n'appartenions pas au cercle de famille rapproché, mais qui était une relation d'estime réciproque et de confiance, surtout une confiance qui ne s'est jamais démentie. Et c'est la raison pour laquelle j'ai intitulé mon livre « Une amitié singulière ». Parce que cette confiance maintenue pendant 40 ans, c'est pas si fréquent que ça en politique. Oui, une loyauté, une confiance. Vous continuez à vous voyer. Ça peut surprendre parce que en politique, le tutoiement est tellement fréquent. Il y a une pudeur, il y a même une distance revendiquée dans ce lien si singulier que vous décrivez. Une pudeur, une distance peut-être, mais ça s'explique par les circonstances dans lesquelles j'ai connu Jacques Chirac. Je l'ai connu pour la première fois en 1976. Il était Premier ministre et j'étais jeune fonctionnaire entrant à son cabinet. Donc un jeune fonctionnaire ne tutoie pas le Premier ministre quand il ne le connaît pas. Et on a gardé cette habitude au fil des années. Voilà, je crois qu'il ne faut pas s'attacher trop aux choses superficielles. Parfois, les tutoiements en politique sont un peu superficiels et ne signifient pas toujours un message d'amitié. Il y a des vouvoiements qui en disent plus long sur le lien de proximité. On parle un tout petit peu de Jacques Chirac parlementaire. Franchement, entre nous, c'était pas franchement son truc. On a retrouvé une archive des années 80 contre les années Mitterrand. Donc, Jacques Chirac est alors député de Corrèze, classique, chef de l'opposition. Regardez. La France a pris la mauvaise direction. Et si nous sommes aujourd'hui sur la pente du déclin, ce sont les choix que vous avez faits depuis le 10 mai 81 qui en portent la responsabilité. Ne cherchez donc pas avant vous ou hors de vous les causes de l'échec. Faites enfin preuve d'un peu d'humilité et de lucidité. Regardez en vous-même. Depuis plus d'1 an, vous avez tous les pouvoirs. Cessez donc de battre votre coulpe sur la poitrine d'autrui. La vôtre, vraiment, n'est-elle pas assez large ? Voilà, archive de 1982, il a été élu 9 fois député Jacques Chirac. Le terrain, ça c'est sûr, il y était tout le temps. La Corrèze, on le sait, mais franchement, l'hémicycle, c'était pas sa passion. Vous dites d'ailleurs que vous avez ça en partage dans votre livre. J'ai un peu le même comportement que lui. J'ai été parlementaire assez longtemps, mais la plupart du temps, j'étais au gouvernement ou chef de parti. Et le chef du parti, il est en général exonéré des longues séances à l'Assemblée nationale. Là, c'est le Chirac des années 80, c'est-à-dire un Chirac combatif, chef de parti. Face au gouvernement Mauroy. Un peu sectaire, on appelait même... caractérisé même comme facho Chirac, ça me fait pas mal de peine de voir cette étiquette. Voilà, c'est pas le Chirac des années 2000, où il est à l'Élysée, où il a pris plus de surface, plus de hauteur, où il s'est engagé sur la scène internationale de façon très déterminée. Donc il y a une évolution dans sa personnalité. Une évolution, c'est compatible de passer de facho Chirac à Jacques Chirac le libéral, avec un Jacques Chirac beaucoup plus social. C'est pas Jacques Chirac le libéral, c'est le Chirac
père de la nation, si vous permettez, ce qui explique l'émotion extraordinairement profonde et générale d'ailleurs qui est apparue au moment de sa mort il y a tout juste un an. Oui, il est normal qu'avec le temps, on prenne de l'épaisseur et que la vraie personnalité se révèle. La vraie personnalité de Chirac, c'est pas l'excès, c'est pas le sectarisme, c'est au contraire une ouverture d'esprit. Il était très sensible à la diversité des cultures du monde. Hein. Lui qui se piquait d'inculture était en réalité un homme extrêmement cultivé. L'humanisme, c'est le fil conducteur ? Le fil conducteur, c'est quand même le respect de la dignité de la personne humaine et notamment son attention aux plus fragiles. Quand j'étais en Corrèze pendant ma campagne de la primaire, je suis allé dans une institution qui accueille des enfants autistes et qui a été patronnée par la Fondation Jacques Chirac. Et tous les handicapés de France savent qu'ils lui doivent les grandes lois sur le handicap qu'il a tenu à faire adopter par le Parlement. De même qu'il a lancé le plan cancer. À Paris, je l'évoque dans mon livre, une création aussi qui lui appartient, qui est le SAMU social, qui prouvait cette attention aux plus faibles. On sent très bien d'ailleurs dans ce livre que vous décrivez l'homme, mais vous voulez aussi réhabiliter une forme de bilan d'action politique, parce que souvent, Jacques Chirac, pour les Français, c'était un peu chichi, c'était ce lien de proximité, cette possibilité, cette incarnation, l'identification que les Français avaient avec lui, ça n'est pas que ça pour vous? C'est ça d'abord, et c'est très important, hein, pour un chef d'État, avoir cette empathie avec son peuple, quelque chose que beaucoup recherchent et que peu obtiennent, donc c'est très important. Mais il y a aussi un bilan de l'action de Jacques Chirac qui est tout à fait considérable. Je n'en prendrai que deux exemples. Si aujourd'hui, nous avons comme monnaie unique l'euro, qui nous protège contre bien des turbulences du monde actuel, et même les anti-européens le reconnaissent aujourd'hui. On le doit en grande partie à Jacques Chirac, parce qu'en 92, au moment du référendum de Maastricht, il a pris position pour le oui, alors que les principaux leaders de son parti étaient pour le non. On va en parler tout à l'heure avec Richard Verly, justement, de l'Europe, parce que là aussi, il a évolué. Et ensuite, mais quand j'étais Premier ministre, on a tout fait pour que la France se qualifie pour l'euro. Donc il y a cet héritage européen de Jacques Chirac qui est très, très important. Et puis, il y a un autre héritage dont je veux parler aujourd'hui, qui est particulièrement actuel. 2002, la maison brûle. Et on regarde ailleurs. Et aujourd'hui, le Brésil brûle, la Sibérie brûle, la Californie brûle. Et il ne s'est pas contenté de le dire. Il a fait adopter une loi constitutionnelle en mars 2015 qui inscrit dans nos institutions la charte de l'environnement qui affirme précisément que la sauvegarde de la nature, de la biodiversité, la lutte contre le réchauffement climatique sont des valeurs constitutionnelles. Aujourd'hui, le Conseil constitutionnel veille et veillera demain à leur respect. Alors ça, c'est pour l'action politique, le réformateur. On revient quand même sur votre lien. Je vous propose de regarder le sujet préparé par Stéphanie Despierres sur ce couple inédit, ce couple politique, au fond que tout oppose et qui est inséparable encore aujourd'hui. Regardez, il s'agit de vous et de lui. C'est l'une des rares images où Alain Juppé laisse percer son émotion. Jacques Chirac vient de mourir. Ce soir, j'ai de la peine. Beaucoup de peine. Jacques Chirac était, je ne sais pas trouver les mots, plus qu'un ami, pas tout à fait un père, mais un homme politique avec lequel j'ai entretenu pendant 40 ans une relation de confiance, de compréhension, de fidélité réciproque. La fin d'une amitié singulière, l'une des plus longues de l'histoire politique française. 1976, normalien et inspecteur des finances, Alain Juppé entre au cabinet du Premier ministre. Il sera désormais la plume de Jacques Chirac. Je ferai très rapidement une petite note là-dessus. Alain Juppé devient le fidèle lieutenant de Jacques Chirac. En campagne, à la mairie de Paris, au gouvernement et au parti. L'inséparable tandem va faire du RPR une machine à gagner et étouffer toutes les tentatives de putsch au sein de la famille gaulliste. Je voudrais exprimer les sentiments que nous éprouvons tous à l'égard de celui qui est probablement le meilleur d'entre nous, notre secrétaire général Alain Juppé. Une déclaration symbolique de leur très grande proximité intellectuelle et morale, tout en pudeur. Cher Jacques Chirac, si vous me permettez pour une fois cette petite familiarité, cher Jacques, parlez-nous de la France. Mai 1995, Jacques Chirac remporte la présidentielle, la droite exulte. Alain Juppé est à ses côtés, toujours, dans la foule, puis à Matignon. Pour service rendu, Jacques Chirac le nomme Premier ministre.
L'état de grâce ne dure pas. À l'automne, les fonctionnaires sont dans la rue contre la réforme des retraites. Impopulaire, contesté dans son propre camp, Alain Juppé est sur la sellette, mais le duo tient le choc. Je fais toute confiance à la lucidité et au courage, je dis bien au courage, du Premier ministre. Et pourtant, quelques mois plus tard, coup de tonnerre. J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. La gauche l'emporte, Alain Juppé doit quitter Matignon. En 2004, il est condamné dans l'affaire des emplois fictifs à la mairie de Paris. Jacques Chirac accuse le coup, sans désavouer son fidèle collaborateur. C'est un homme politique d'une qualité exceptionnelle, de compétence, d'humanisme, d'honnêteté. Et la France a besoin d'hommes de sa qualité. Depuis, Alain Juppé est revenu en politique, mais il n'a pas exactement suivi la trajectoire de son mentor. Il a échoué à conquérir l'Élysée sur l'avant-dernière marche, la primaire de la droite. Et je salue Richard Verly qui nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir. Richard, chroniqueur dans cette émission et correspondant parisien du quotidien suisse Le Temps. Qualité exceptionnelle, vous avez entendu Jacques Chirac, de compétences, d'humanisme et cette phrase restée dans l'histoire, le meilleur d'entre nous. Honnêtement, ça porte, au contraire c'est difficile à porter? Oh, un peu les deux, ça fait plaisir, bien entendu, et en même temps ça suscite beaucoup de jalousie. Alors j'insiste toujours sur le probablement, donc vous voyez, encore une lueur d'espoir pour mes camarades. Vous avez dit tout à l'heure que nous étions deux hommes que tout opposait. Non, je ne pense pas. Nous étions différents, bien sûr, mais nous avions beaucoup de points communs. Peut-être la pudeur, les origines sociales venant d'une moyenne bourgeoisie. Ensuite, cette timidité ou cette pudeur, on dira comme on veut, qui pouvait apparaître comme de la dureté chez Chirac. Mais vous n'aviez pas du tout la même manière de la gérer, si je puis me permettre. Peut-être, oui, mais enfin, souvenez-vous, pendant longtemps, Facho Chirac, c'était pas quelqu'un de tendre, hein, donc ça a évolué avec le temps. Donc voilà, nous avions beaucoup de points communs et surtout une vision commune sur beaucoup de sujets, sur l'Europe, sur le développement durable, sur d'autres grands combats de Jacques Chirac. Quand on retrace cette période, en ce qui me concerne, ça m'amuse beaucoup depuis que j'ai écrit ce livre, on ne parle que de mes échecs. Les manifestations de décembre 95, le procès, etc. Je n'ai pas envie de parler de mes réussites, mais il y en a eu quand même. Hein. Et nous avons fait beaucoup de belles réformes en 95. La réforme de l'assurance maladie a été faite. Ça m'amuse de voir qu'aujourd'hui, ce que j'avais créé à l'époque, la caisse d'amortissement de la dette sociale, existe toujours et sa vie est même prolongée pendant plusieurs années. Bon, nous avons fait d'autres réformes. J'étais très heureux aussi d'être élu pendant 12 ans du 18e arrondissement de Paris et je me suis beaucoup investi dans cet arrondissement. À la Goutte d'Or notamment. Une de mes plus grandes fiertés, ça a été aussi, bien sûr, alors Chirac n'y était pas présent, ça a été bien sûr la ville de Bordeaux et les presque quart de siècle que j'ai passé à la mairie. Vous parlez de ces années Matignon, 95-97. Vous décrivez aussi parfois la solitude du pouvoir. C'est une période où la droite est voilà, en situation de tension. Et pourtant, jusqu'au bout, jusqu'à la décision de la dissolution et son résultat, Jacques Chirac vous soutient. Oui. Il vous aurait gardé Premier ministre ? Certains ont interprété la dissolution de la manière suivante. Jacques Chirac ne voulait pas changer de Premier ministre. Je lui avais remis mon mandat à la fin de 96 parce que mon impopularité avait du mal à se corriger. Il l'a refusé. Et il a fait savoir à beaucoup de gens autour de lui qu'il ne changerait pas de Premier ministre. Et comme il fallait provoquer un choc politique, certains ont considéré que voilà, c'était la dissolution. Alors comment... Donc, en tout cas, il ne m'a jamais retiré sa confiance. Et de même, moi, je lui ai toujours manifesté la mienne. Comment a germé l'idée de la dissolution? Parce que la déception à vous lire... Personne ne le sait. Comment avez-vous pu oublier? Personne ne le sait. Ce n'est pas Dominique de Villepin? On ne retrouvera personne aujourd'hui qui assume la général de l'Élysée à l'époque. Il faut se replacer dans le contexte, si vous voulez. Je vous ai dit que Jacques Chirac cherchait un moyen de relancer l'action politique. Deuxièmement, on a complètement oublié ça, tous les sondages nous donnaient une perspective de victoire. Même le ministre de l'Intérieur, qui était Jean-Louis Debré, à l'époque, disait il y a une raisonnable raison de penser, enfin, de tabler sur le succès. Donc on n'est pas parti dans le mur en sachant qu'on allait échouer. On pensait gagner, naturellement. Ce qui a péché dans cette campagne, c'est de convaincre les Français de l'objectif qui était le nôtre. On n'a pas su donner du sens
à la dissolution. Pour moi, le sens était clair. Il fallait que nous nous qualifions en 98 pour entrer dans l'euro. Et nous n'étions pas prêts, pas tout à fait prêts. Le déficit était très important, la dette, etc. Il fallait encore des sacrifices importants à demander au peuple français. Et c'est ça que je voulais faire au moment de la campagne des législatives. On a convaincu Jacques Chirac de ne pas parler de l'Europe. Résultat, on n'a parlé de rien, et donc on a été battu. Alors, je continue un tout petit peu à dérouler dans le temps, mais on en vient bientôt à l'Europe. Vous parliez de Paris, député du 18e arrondissement, forcément. Cette phrase aussi est restée dans l'histoire. Comment voulez-vous que le travailleur français qui habite à la Goutte d'Or, où je me promenais avec Alain Juppé la semaine dernière, il y a 3 ou 4 jours, et qui travaille avec sa femme, et qui ensemble gagnent environ 15 000 francs, et qui voit sur le palier à côté de son HLM entasser une famille avec un père de famille, 3 ou 4 épouses et une vingtaine de gosses, et qui gagne 50 000 francs de prestations sociales sans naturellement travailler. Si vous ajoutez à cela le bruit et l'odeur, eh bien, le travailleur français sur le palier devient fou. Voilà, Jacques Chirac, il s'est excusé après ces mots, il a reconnu une bêtise. Il a eu tort, je pense. Ce passage de mon livre a beaucoup de succès. S'il est bon, on le cite systématiquement. Vous savez, face à... Est-ce que c'est étonnant, vous le défendez, sur le fond, face à la et sur la forme, et sur les mots employés? Est-ce qu'on regarde la réalité en face ou pas? Est-ce que ce qu'il dit est faux ou vrai? Moi, j'ai été élu 12 ans. Les mots décrivent la réalité. On peut refuser... Ben oui. Le bruit, ça existe. Nous avons là des communautés qui n'ont pas les mêmes habitudes de vie, qui font la fête une grande partie de la nuit, alors que d'autres communautés ont envie de dormir. C'est une réalité que décrit Jacques Chirac. Et moi, je ne suis pas quelqu'un déterré, j'ai été élu 12 ans dans ce quartier. Et donc, c'est une réalité. Le déni est quelque chose qui nous conduit à la situation actuelle, où le quartier de la Goutte d'Or est redevenu invivable. Qu'est-ce qu'on a fait à l'époque? Parce que dans la foulée de ce que dit Jacques Chirac, il y a 2 attitudes possibles. La première, c'est l'exclusion. Ces gens-là, on n'en veut pas. Jacques Chirac a totalement été étranger à ce genre de comportement. Le racisme a été quelque chose qu'il a exécré tout au long de sa carrière politique. Et l'autre attitude, c'est de chercher à intégrer. Et qu'est-ce que j'ai fait à la Goutte d'Or? J'ai engagé, avec le soutien de l'État d'ailleurs à l'époque, un formidable programme de rénovation des bâtiments, de création d'équipements publics, des crèches, des écoles, mais vous reconnaissez etc. Que le bilan... de concertation avec les associations du quartier. Le bilan en matière d'intégration... n'est pas bon. Je ne parle pas que de la Goutte d'Or. Ça c'est autre chose. C'est un échec. Bien sûr que c'est un échec, mais ce n'est pas un échec de Chirac. C'est un échec de la France depuis 30 ans. Et aujourd'hui, la Goutte d'Or est en pleine émotion, ou en pleine, je ne dirais pas de révolution, mais en pleine agitation, parce que les conditions de vie s'y sont beaucoup dégradées. Donc ça devrait nous inspirer, non pas, peut-être il y a quelque chose de choquant dans ce qu'est dit Chirac, il l'a dit, peut-être, mais en tout cas, qui veut faire l'ange fait la bête. Hein. Si on refuse de regarder cette réalité en face, on se retrouve devant, alors, le succès du populisme. Et c'est compatible de parler d'identité heureuse, à l'heure où la question identitaire remonte, crispe, à l'heure où les peurs... émerge chez les Français. Est-ce que c'est compréhensible, peut-être plus que compatible, bien sûr que des Français? Ça n'a pas été compris. Si ça avait été compris, j'aurais été élu. Mais je persiste et je signe. D'abord, je suis fier de mon identité. Tous les Français sont fiers d'être Français. L'identité, c'est cela. Et l'identité française, c'est quoi? C'est la démocratie, c'est la République, c'est les valeurs républicaines et c'est l'humanisme. C'est ça l'identité. Heureuse. Je n'ai jamais prétendu que tous les Français étaient heureux. Et pour avoir été élu de ce quartier pendant 12 ans, j'y reviens, je sais ce que c'est que les difficultés de la vie quotidienne. Mais vous imaginez un homme politique qui brigue la présidence de la République et qui dit à ses concitoyens, ce que je vous propose, c'est d'être un peu plus malheureux demain qu'aujourd'hui. Donc non, ce que vous aviez un peu fait dans le passé d'ailleurs. Mon rôle, c'était de leur dire, il y a de l'espoir. On peut redevenir dans une communauté nationale qui partage les mêmes valeurs, on peut retrouver le chemin d'un bonheur collectif en étant fidèle à nos racines, à notre identité. Voilà ce que c'était l'identité heureuse. Je l'ai mal expliqué, ce n'était peut-être pas ce qu'attendaient les Françaises et les Français à ce moment-là. Vous le réutiliseriez dans une campagne si c'était... Écoutez, d'abord, je ne ferai pas de nouvelle campagne. Certain, la question ne se posera pas. C'est fini. Oui, ça, j'ai pris mon recul avec la vie politique. J'étais décidé depuis bien longtemps à décrocher à 75 ans. Je pense qu'il y a un temps pour tout. Il y a le temps de l'action et puis il y a le temps de la sagesse. Alors évidemment, aujourd'hui, je pourrais m'interroger.
quand je vois l'âge moyen des candidats à la présidence des États-Unis, je me dis que 75 ans n'est peut-être pas une barrière Joe Biden, absolue. 78. Oui, Sanders, 79, et Trump, un an de moins que moi. Je vois que vous connaissez bien leur âge. Ça m'amuse. Mais ça vous donne pas. Mais ça ne change pas ma conviction et mon engagement. Même si vous étiez appelé. Non, moi je suis très heureux au Conseil constitutionnel. J'ai le sentiment d'y faire un travail utile parce qu'aujourd'hui la défense des droits et libertés de nos concitoyens est un enjeu extrêmement important. Avant de parler d'Europe, je voudrais parler un tout petit peu des personnages que l'on rencontre au fur et à mesure de vos pages. Nicolas Sarkozy, forcément, vous le rencontrez dès 1976 et vous avez cette formule cheveux en bataille. J'essaye de retrouver la formule. Tignasse en bataille, verbe exubérant, cordialité cultivée. Et vous dites, il m'a impressionné. Il m'a impressionné d'emblée. C'est vrai, il avait impressionné Chirac d'ailleurs, qui avait détecté, parce que Chirac savait faire ça, détecter les valeurs de demain, les hommes et les femmes qu'il avait envie d'attirer autour de lui. Et Sarkozy m'a toujours impressionné. Il a une espèce d'énergie vitale en lui, et cette façon de s'emparer de son interlocuteur jusqu'à le toucher, qui est extrêmement efficace. Donc voilà, j'ai une forme... voilà, est-ce que le mot est trop fort? J'en sais rien. L'admiration? Voilà, c'est vous qui l'avez dit. Vous racontez même, et c'est une des révélations du livre, qu'en 1999, échec cinglant pour Nicolas Sarkozy aux Européennes, il vous propose une sorte de ticket. Vous, effectivement, vous n'êtes plus aux affaires, hein, on est après la dissolution. Non, je sortais de la dissolution de 97. Et il vous dit, chiche, on va préparer la présidentielle à deux. Oui, absolument. On fait un binôme. Alors à l'époque, c'était moi numéro 1, lui numéro 2. Après, ça a changé. et je lui dis, mais est-ce que tu n'as pas peur que nous apparaissions aux yeux des Français comme des losers, à cause justement de son échec aux européennes et de mon échec aux législatives? Et alors là, j'ai cru qu'il s'étranglait. L'idée que lui pouvait être un perdant ne lui traversait pas l'esprit. Peut-être ai-je été trop modeste en ce qui me concerne. Ça revient souvent, hein, cette question finalement de l'envie. L'envie, bien sûr. Bien sûr que les hommes politiques sont ambitieux. Et la capacité à douter ou pas de soi. Si vous n'avez pas d'ambition, vous n'assumez pas les contraintes énormes qu'implique la vie politique. Mais il n'y a pas que ça. Et j'essaie de montrer dans mon livre aussi que ce qui m'a le plus réuni à Jacques Chirac, c'est notre vision de l'engagement politique et de sa noblesse. Nous avons pensé... Ça a l'air un peu naïf de dire ça aujourd'hui, et ça fera sans doute sourire, mais nous avons pensé qu'on peut avoir un idéal en politique. Et cet idéal, c'est d'améliorer la condition de ses concitoyens. C'est pour ça qu'on se lance dans la vie politique. Je le crois très profondément, en tout cas les vrais hommes politiques. J'ai cité dans une interview cette anecdote qui m'a beaucoup marqué, du plus jeune maire de France. J'ai vu ça à la télé il n'y a pas longtemps, qui vient d'être élu. Il a 19 ans, totalement inexpérimenté. Il est dans son village, heureux, et il dit « je vais faire revivre mon village, je vais attirer des commerces, je vais attirer des entreprises ». Et donc, si c'est engagé dans la vie publique, c'est parce qu'il y croit. La question du désir et de l'envie. Oui. On en vient à l'Europe. Absolument, mais juste avant, est-ce que Jacques Chirac, comme Nicolas Sarkozy, n'avait pas un goût que peut-être vous n'avez pas, c'est celui de brusquer les événements? Peut-être, et je le dis... Avec le recul, je n'ai peut-être pas été dévoré, comme ils l'ont été, par l'ambition d'être président de la République. Je ne sais plus lequel des deux a dit qu'il y pensait, même en se rasant le matin. Oh, vous savez sans doute qui c'est. L'Europe. L'Europe et Jacques Chirac. Effectivement, parce que il y a cet héritage européen dont vous parliez, que vous avez mis en valeur, mais il y a aussi une ambiguïté européenne qu'on a injustement, selon vous, reproché à Jacques Chirac. Alors, j'ai lu votre livre et j'ai peut-être trouvé la raison de cette ambiguïté, page 65. C'est une phrase où vous êtes en train de raconter ce qui lui a beaucoup été reproché, c'est l'appel de Cochin. Du 6 décembre 1978, il dénonce le parti de l'étranger, c'est interprété comme une attaque directe contre Valéry Giscard d'Estaing. Vous racontez que cet appel a été non seulement inspiré par ses deux conseillers Marie-France Garot et Pierre Juillet, mais qu'ils en ont même peut-être travesti le contenu, qu'il l'a presque découvert au dernier moment. Alors que dit cette phrase, page 65? Vous dites, au total, vous ne pratiquiez pas, vous vous adressez à Jacques Chirac, vous ne pratiquiez pas l'exercice solitaire du pouvoir, et je pense que c'était plus une force qu'une faiblesse. Alors vous voici obligé de reconnaître au fond le tiraillement perpétuel de Jacques Chirac, qui d'un côté avait des convictions, mais de l'autre avait des conseillers. C'était un chef de meute, il travaillait à la tête d'un clan, et ça lui a quand même beaucoup coûté. Alors vous êtes sur ce point très ambivalent, vous dites, peut-on vous reprocher d'avoir su vous entourer de conseillers aussi puissants ?
Non, parce qu'en conciliant des points de vue différents, c'était pour vous la garantie de conserver votre liberté. Alors ma question sera simple, est-ce que sur un dossier comme l'Europe, Jacques Chirac n'a-t-il pas un peu trop souvent écouté ses conseillers au lieu d'écouter sa passion et ses convictions ? Il me semble qu'il y a deux questions dans votre propos. La première sur l'Europe elle-même, l'appel de Cochin, vous avez rappelé de quoi il s'agissait, tout le monde a un peu oublié. Ce texte qui était très violent dans le parti de l'étranger, qui était certainement dirigé contre Giscard. Et donc vous dites qu'il l'a découvert. Bien sûr. Or, moi, je peux porter témoignage de ce qui s'est passé à ce moment-là. Chirac venait de d'être victime d'un accident de la circulation très grave. Il était sur son lit de douleur à Cochin. Je lui ai rendu visite. Moi, j'étais le voir. Il était conscient naturellement, mais en souffrance et vraiment très, très étranger à ce qui se passait dans la vie politique. Et on lui a fait signer un papier qu'il n'a pas relu. Quand je dis on, c'est Juillet et Garot. Et Jacques Chirac le dit lui-même dans ses mémoires. Donc c'est pas moi qui l'ai inventé. J'avais eu la prescience, le pressentiment, et il le confirme. Et donc à ce moment-là, c'est vrai. Et là, j'en viens à la deuxième partie de votre question, parce que sur l'Europe, on pourrait poursuivre. J'ai la conviction que même s'il n'a pas été un passionné de l'Europe, Chirac a travaillé au progrès de l'Europe. J'en ai parlé à propos de l'euro, mais il y a d'autres sujets, notamment la défense européenne, où il a pris beaucoup d'initiatives. L'autre sujet, c'est était-il sous influence? Là encore, il y a plusieurs Chirac. Il y a le Chirac de ces années 70, où oui, c'est vrai. Il a été trop longtemps sous l'influence de deux conseillers qu'il avait hérité de Pompidou. C'est pour ça qu'ils avaient beaucoup d'influence sur lui. Et il a fallu le clash de l'appel de Cochin, puis des élections européennes, pour qu'il s'en débarrasse. Mais est-ce que c'est vraiment le cas après? Pardon de vous interrompre, mais si on prend ce que vous dites dans votre livre sur Édouard Balladur... Alors j'y viens. Vous dites, j'étais sidéré par la façon dont, à tout propos, vous, en s'adressant à Chirac, vous appeliez Édouard au téléphone pour recueillir son avis sur tel ou tel événement, sur telle ou telle décision. Un homme, finalement, qui est quand même resté longtemps sous influence. Donc j'y viens. Il y a eu la période Garot-Juillet, puis après les années 80, où là, effectivement, Balladur a eu une influence très forte. J'en ai été témoin. C'était toujours le pompidolisme. Balladur avait été un des proches collaborateurs de Pompidou. Et c'est à la fin des années 80, au début des années 90, que Jacques Chirac s'est libéré de ses influences quand Balladur l'a trahi. Il a des phrases très forte là-dessus, sur la déception qu'il a éprouvée. Et je peux vous dire qu'ensuite, et ça a été l'essentiel de sa vie politique, entre 1993 et 2007, Chirac président, là, il avait, c'est vrai, une pluralité de conseillers autour de lui. Et tant mieux, c'est ça que je salue, parce qu'un homme politique ne doit pas être isolé. Mais il savait jouer sur les uns les autres pour se faire sa propre idée et se faire sa propre décision. Vous voyez, il y a eu une évolution dans ce comportement. Vous avez prononcé le mot de trahison. D'autres ont trahi, à part Édouard Balladur. Ça leur a plutôt réussi. Ils ont été élus. Je pense à Emmanuel Macron, avec François Hollande, ou encore Nicolas Sarkozy, candidat de la rupture, avec Jacques Chirac. On peut remonter Vous ne me convaincrez pas de faire un éloge de la trahison. Non, non. C'est la loyauté. Et je pense là, forcément, à Édouard Philippe, qui peut rendre possible toutes les ambitions. Je disais que ce couple président-premier ministre, pour tirer le char de l'État, j'utilise cette image un peu classique, était assez exceptionnel. De Gaulle et Pompidou, ça finit mal. Giscard et Chirac, ça finit mal. Mitterrand et Rocard, ça finit mal. Il n'était pas Premier ministre, mais enfin Hollande et Macron. Voilà, et nous, on est restés confiants l'un dans l'autre jusqu'au bout. Et c'est ça qui est d'assez exceptionnel et d'assez singulier. Et c'est ça qui fait que j'ai ressenti, avec une très forte émotion, sa disparition. Je crois que je le dis tout à fait au début du livre, lorsque, grâce à Claude, je suis à son chevet, alors qu'il est déjà pratiquement à la veille de la mort, et où j'ai pu passer ce grand moment avec lui pour revivre, d'une certaine manière, 40 ans de vie commune. Et ça s'appelle Mon Chirac. Une amitié singulière, c'est aux éditions Taillandier. Merci beaucoup Richard. Merci infiniment Alain Juppé d'être passé sur le plateau d'LCP. Tout de suite, un dialogue inédit entre une jeune romancière à succès et un ministre sur les nouvelles formes d'engagement en politique. Bonsoir Alice Zeniter. Et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes l'une des sensations littéraires de cette rentrée. Après L'Art de perdre, qui a été un énorme succès, 500 000 exemplaires vendus si on compte les poches, c'est énorme, c'est extraordinaire. Vous publiez ce livre comme un empire dans un empire, c'est toujours chez Flammarion, et c'est un roman qui explore les différents visages de l'engagement en politique. On va
y revenir longuement parce que ce roman, figurez-vous qu'il se déroule pour partie ici même, à l'Assemblée nationale, au Palais Bourbon. Jusqu'où doit-on aller pour changer le monde? Au fond, c'est l'une des questions que vous posez dans ce livre, dont on va débattre de cette question avec vous, Marc Fesneau. Bonsoir. C'est un plaisir de vous avoir sur ce débat. Vous allez voir, il n'aura rien à voir avec les interviews politiques traditionnelles. Vous êtes ministre délégué en charge des relations avec le Parlement, élu député du Loir-et-Cher, et vous avez un long passé, comme Antoine, l'un de vos personnages, Alice Zeniter, dans ce livre, d'assistant parlementaire. Alors on va essayer de comprendre ce qu'est un assistant parlementaire et si votre perception des choses rejoint celle de Marc Fesneau. Enfin, bonsoir Samuel Hérault. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes le porte-parole de l'association L214 qui, on le sait bien, se bat pour le bien-être animal. On connaît vos vidéos chocs, tournées en caméra cachée dans les abattoirs. Faut-il des moyens, parfois illégaux, pour alerter et pour peser sur la société, pour faire en sorte que, eh bien, peut-être cette question devienne force de loi. Voilà pour le décor. Mais je voudrais d'abord qu'on revienne un peu sur votre parcours politique. Rahabika a suivi à la fois votre rencontre avec votre public et quelques éléments de biographie. Regardez. À la fin de l'entretien, les deux éditeurs lui avaient demandé de leur envoyer un chapitre. Antoine avait opiné rapidement, comme si le chapitre avait été prêt. La voix est posée, le public absorbé. Ces mots, ce sont ceux d'Alice Zeniter. L'auteur est sur scène ce soir pour présenter son 6e roman, Comme un empire dans un empire, un livre sur l'engagement politique. Peut-être que l'engagement peut être déceptif, mais en tout cas, ça vaut peut-être le coup de s'engager quand même. Elle arrive à mettre des mots très précis et très justes sur des réalités à la fois personnelles ou contemporaines. Et c'est ça qui me plaît beaucoup dans ces livres. Tous les messages importants qu'elle porte derrière, sur la notion d'identité, sur les questions politiques, deviennent performatifs en fait. Donc je trouve que c'est ça qui est très très intéressant, quoi. À 34 ans, Alice Zeniter a déjà son public. Son dernier roman, L'art de perdre, s'est vendu à 500 000 exemplaires. Dans ce livre, elle plonge le lecteur dans l'histoire d'une famille entre l'Algérie et la France sur 3 générations. Pour ce roman, la petite fille de Harki décroche l'un des prix littéraires les plus prestigieux, le Goncourt des lycéens. C'est très difficile d'exprimer sa joie en étant original. Vous êtes une génération, je vais pleurer, vous êtes une génération qui vient après moi et avec qui j'ai pu partager cette histoire. Un succès qui l'a définitivement fait passer dans la cour des grands. Moi, je l'ai lu la première fois avec Sombre Dimanche. J'ai trouvé que c'était étonnant de maîtrise pour une jeune auteure comme ça. Et puis, elle n'a cessé de progresser. L'art de perdre, le précédent, qui est un roman éblouissant. Je pense que c'est vraiment quelqu'un qui est d'ores et déjà important et qui va le devenir de plus en plus. Auteur précoce, toute jeune déjà, Alice Zeniter dribble avec les mots comme d'autres jouent au ballon. Son passe-temps favori, réécrire avec ses sœurs les livres des grands auteurs. On ressuscitait des personnages secondaires qui mouraient alors qu'on trouvait ça injuste. Et puis parfois, de manière totalement égoïste, on insérait nos personnages pour pouvoir vivre dans ces mondes-là qui nous faisaient tellement rêver, mais qui, dans un livre clos, nous laissaient à la porte, quoi. À seulement 16 ans, elle publie son premier livre. De sa chambre de lycéenne, elle écrit le destin de 2 enfants perdus en pleine guerre de Bosnie. J'ai besoin de fermer la porte, de mettre de la musique. Pas des musiques avec des paroles, sinon j'écoute les paroles. Mais d'avoir de la musique en fond, personne qui vient me déranger. Et d'être là sur ma moquette et de sentir la moquette, d'avoir le crayon dans la main et d'avoir les feuilles sous les mains. Même le bruit du crayon en papier sur la feuille, on voit que les mots prennent forme, puis on l'entend et à la fois on le touche. Vous avez 16 ans là, sur ces images. Vous écriviez déjà. Qu'est-ce que c'est précoce? Alors on vous ramène toujours à ce côté-là un peu prodige de la littérature. Vous êtes fier de ça? D'où ça vous vient, cet amour des mots et de l'écriture si jeune? Alors je ne saurais pas le dire. Pourquoi est-ce qu'un jeu nous plaît plus qu'un autre? Il se joue là des choses tellement multiples que je n'ai jamais identifié des raisons précises. Et je ne sais pas si je suis fière. En revanche, ce que je sais, c'est que je suis très heureuse d'avoir pu commencer à bricoler avec les mots avant vraiment de découvrir la littérature comme quelque chose que j'admirais tant qu'elle aurait pu m'écraser.
Finalement, au moment où j'ai découvert un peu ce qu'était le panthéon des grands auteurs et voilà, et cette littérature un peu comme une boule de lumière qui planait au-dessus de moi, ça faisait déjà 10 ans que je bricolais dans mon coin. Bricoler avec les mots, vous avez été aussi une excellente élève, vous êtes normalienne, et en même temps, vous êtes devenue un écrivain. Comment on passe de la bonne élève à l'écrivain ? Parce qu'on a envie de raconter, je pense, et parce qu'on voit aussi, enfin en tout cas moi c'est mon cas, j'avais l'impression de voir des mises en récit tout le temps, là où on les cherche pas forcément, c'est-à-dire en dehors des livres, c'est-à-dire de me dire, attends, ce journal télévisé, c'est pas vrai que c'est des informations, c'est une mise en récit, et peut-être que cette mise en récit, elle me va pas, cette manière de raconter une journée, cette manière de qualifier les gens, les noms qu'on pose sur les gens ou sur les choses ou sur une classe sociale en entier. J'ai envie de m'arrêter, de questionner ce nom et de dire, et si on change le nom, est-ce que ça ne change pas l'histoire qu'on raconte aussi ? C'est impressionnant comme parcours. Vous avez lu Alice Zenniter, Marc Fesneau ? Non, j'avoue humblement que je n'ai pas lu Alice Zenniter, mais du coup, ça me donne envie de vous lire. Alors, pourquoi il faut lire particulièrement ce livre, comme un empire ? Le titre du précédent m'interroge aussi, donc ça me donne envie d'en lire 2 au moins. L'art de perdre, c'est une autre histoire. Vous voulez tourner une page, l'art de perdre comme titre. C'est vrai ? C'est un art aussi de perdre. Et c'est pas Gagner toujours... est un art et perdre est un art aussi. Et c'est pas toujours quelque chose qui est vécu de ce point de vue artistique. Alors, comme un empire dans un empire, vous écrivez 2 facettes de l'engagement. 2 jeunes. Il y a Antoine, qui est assistant parlementaire, je le disais, et il y a elle, qui est hackeuse, proche du mouvement des Anonymous. Vous aviez envie, on le comprend très bien, de 2 jeunes, de 2 vies, au fond, un peu normales, un peu banales, surtout pas de personnalité politique. Vous vouliez montrer un militantisme de vrais gens dans la vraie vie. Pourquoi ? Parce que je pense que du coup, ça agrandit aussi l'idée de... qu'est-ce que c'est l'idée de la société, de qui fait le politique, et la réponse, c'est tout le monde. Et vous disiez en introduction que c'est un livre sur ceux qui veulent changer le monde. Et en fait, c'est pas exactement ça. C'est un livre sur des personnages qui sont totalement insatisfaits du monde. Mais insatisfaits à un point qui en devient presque douloureux. C'est-à-dire quand ils voient une situation dont ils pensent « ça ne me va pas », ça leur met un coup au ventre et ils se sentent du coup dans une obligation de faire quelque chose en ayant des moyens extrêmement réduits. Et ça, de dire aussi... On ne va pas laisser la politique aux grands hommes, à ceux dont on voit les noms sur une frise chronologique ou dans les livres d'histoire. C'est aussi quelque chose qui se fait par les petites vies, par des mouvements de masse, par ceux dont on a oublié les noms. Et moi, je leur redonne des prénoms, surtout. C'est un livre sur la lutte. On s'engage, on ne se résigne pas, mais parfois la cause, elle est plus grande que vous. Et donc, ça crée de la frustration, et particulièrement ici même, dans ce milieu parlementaire. Et Antoine, parfois, il est un peu désabusé. C'est difficile. Racontez-nous, il travaille pour un parlementaire de l'opposition, un socialiste. Comment vous avez travaillé déjà ? On vous a ouvert un petit peu les portes ? Racontez-nous. Alors moi, j'avais déjà fait mes recherches de mon côté, mais ça restait assez lointain. Et puis, à un moment donné, j'ai rencontré François Ruffin, qui avait lu L'Art de perdre. Lui-même a écrit un très beau livre sur les anciens harkis et leur famille à Amiens, qui s'appelle Quartier Nord. Donc, on s'est rencontrés pour échanger sur ça. Et puis, on a fait aussi une partie de baby-foot. Et dans ce lâcher-prise qui arrivait dans la partie de baby-foot, j'ai osé dire, j'écris sur un assistant parlementaire et en même temps, j'ai jamais mis les pieds dans les bureaux de l'Assemblée. Est-ce que ce serait possible ? Et il m'a ouvert les portes de chez lui, si on peut appeler ça chez lui. Donc, j'ai pu passer du temps avec ses assistants. Et quel regard ? Alors, vous découvrez quoi ? La vie des bureaux, la cantine ? Oui, et cette chose aussi qui est que, en fait, on fait un travail qui est caché, parce que les bureaux du 101 rue de l'Université... C'est pas eux qu'on filme, on va montrer le Palais Bourbon avec la beauté, en même temps la beauté un peu écrasante des ors de la République, mais tout ce travail-là qui se fait dans les bureaux et dont on ne sait pas en fait qu'est-ce qui va passer. C'est ça la frustration d'Antoine aussi, c'est de se dire je passe mon temps à produire des textes, des idées, j'ai aucune idée de ce que mon employeur va garder et quand il garde quelque chose, je sais pas du tout ce qui va pouvoir passer en séance. Oui, et ça c'est une frustration de tous les assistants ou pas ?
Comment on pèse sur les textes? Racontez-nous votre expérience, parce que au fond, cette désillusion-là, est-ce que vous l'avez connue vous aussi dans ce parcours? Je ne veux pas, ce que je vais dire sur moi, en faire une généralisation, parce que je pense que ça tient beaucoup au tempérament, au fond. Moi, j'ai été collaborateur de Jacqueline Gouraud au Sénat, ce qui n'est pas tout à fait la même maison. Je dis humblement que je n'ai jamais eu le sentiment de frustration. Des frustrations collectives, éventuellement politiques, et qu'on a toujours dans la vie politique, mais des frustrations personnelles, sauf à ce que j'ai voulu moi-même masquer mes frustrations, à moi-même. Parce que vous, peut-être, vous étiez dans la majorité à l'époque. Au Sénat, ce fut alternatif. Le plus longtemps. Mais au fond, j'ai toujours le rôle de collaborateur parlementaire dont vous parlez et dont on parle, est un rôle qui est particulier, parce que c'est un rôle à la fois où on est très lié au parlementaire avec lequel on travaille. Il y a une forme de fusion entre le parlementaire et son collaborateur. Et en même temps, vous êtes très effacé vis-à-vis de votre parlementaire, parce que c'est lui qui est celui qui exprime quelque chose politiquement. Et la difficulté, c'est parfois de penser qu'on exprime sa propre pensée, que c'est le député ou le sénateur devient votre porte-parole. Et au fond, c'est la question, le risque, c'est celui-là, de dire au fond, par une espèce de transfert, je deviens le député ou le sénateur devient mon porte-parole. Or, je ne pense pas que ce soit... Alors, chacun trouve sa place comme il veut, et comme il peut, d'ailleurs, dans ce contexte-là, puis ça dépend des parlementaires. Moi, j'ai une relation très longue avec Jacqueline Gouraud, qui s'est poursuivie, et le hasard de la vie, et la malice de la vie, font qu'on est désormais dans le même gouvernement. Mais c'était une relation, et c'est une relation d'ailleurs qui se poursuit, parce que c'est une relation où on vit des épisodes de victoires, de défaites... Mais c'était une relation qui était plutôt une relation où je ne considérais pas que j'étais dans ce rôle-là. Et j'acceptais assez volontiers, y compris quand on fait une note, qu'on a le sentiment ou qu'elle n'a pas été lue, ou qu'elle a été très profondément modifiée par rapport à ce qu'on avait intuitivement pensé au démarrage. Un discours qu'on écrit qui est soit pas prononcé, il y a quelque chose d'assez fusionnel, au fond. Je me retrouve dans cette situation désormais. Le collaborateur parlementaire, c'est quelqu'un qui finit par penser un peu ou à être un peu comme le député, mais il n'est pas le député ou il n'est pas le sénateur. Et ce mécanisme de transfert crée parfois, me semble-t-il, des frustrations. Les frustrations de la vie politique, on en parlera peut-être un peu après, mais ces frustrations-là, ça dépend de la situation et la façon dont on aborde le travail avec son parlementaire. Et puis il y a le personnage de Elle. Alors vous avez découvert le milieu du hacking, du piratage informatique. Et là, je vais me tourner vers vous, Samuel Héroux, parce que cette forme d'engagement que vous représentez, depuis toujours, vous vous êtes dit, il faut être à la frontière, aller même utiliser des moyens d'action illégaux pour renverser la table et peser, puisque je rappelle que vous faites des caméras cachées qui sont des intrusions dans des propriétés privées. Ce n'est pas exactement ce qu'on fait. C'est vrai qu'il y a donc dans ce moment quelqu'un qui est vraiment engagé politiquement auprès des institutions, près de la fabrique de la loi, une autre personne qui est vraiment non seulement dans l'illégalité, mais dans la clandestinité même. Nous, je dirais qu'on est sur un pôle d'engagement qui finalement est très commun en France. C'est le pôle associatif. Il y a un Français sur 4 qui donne de son temps bénévolement pour des associations, alors culturelles, sportives et politiques aussi. Et c'est vrai que nous, donc on est une association déclarée, on a des activités légales, mais c'est vrai que nous, on milite pour qu'il y ait un cadre légal qui protège les lanceurs d'alerte et on se fait le relais de leurs informations et de leurs images parce qu'on pense que c'est indispensable de protéger ces personnes qui, elles, constatent sur le terrain que la loi est mal appliquée ou que la loi en étant appliquée n'atteint pas son effet et que les citoyens méritent d'en être informés. Et là, je rejoins vraiment tous les propos qui ont été tenus. La politique, ça concerne tout le monde. On fait tous politique ensemble, on fait société ensemble. On doit tous débattre et échanger pour décider des règles avec lesquelles on vit. Et cette information-là a changé avec les réseaux sociaux. Oui, exactement. Votre action a été démultipliée et parfois on a l'impression que son efficacité aussi a été démultipliée, Marc Fesneau. Quand L214 fait une vidéo choc, il y a immédiatement forcément une réponse politique, ou en tout cas des mots avant une prise de décision législative. Oui, je partage assez le sentiment qui est celui qu'on fait tous politique, au fond. Et que ce qui a sans doute changé quand même, c'est qu'au fond, jusqu'à il y a peut-être 10, 15 ou 20 ans, peut-être que ça date de la chute du mur de Berlin, au fond. Le débat politique était assez clivé, assez identifié et assez organisé autour des partis politiques. Et ça n'est pas lié qu'aux réseaux sociaux, me semble-t-il. Le progressif espacement du rôle des partis politiques comme structurant le débat politique a porté des fruits qui sont très différents. Et par ailleurs...
Et vous vous en les lignes de réjouissez fracture, ou pas? Comment je vais finir. Là-dessus, je vous répondrai. Mais les lignes de fracture qui traditionnellement clivaient la droite, la gauche, me trouvant au centre, c'est un peu compliqué, mais étaient assez identifiées. Et désormais, quand vous voyez les sujets qui sont sur la table, y compris les causes que vous défendez, ça n'est pas un sujet qui vient marquer les lignes à l'intérieur d'un parti politique. Et donc c'est un vrai sujet, me semble-t-il, pour le monde politique, pour le coup le monde politique, que je représente ce soir, d'une certaine façon, que d'arriver à voir comment les partis politiques peuvent se réemparer, parce que moi je pense qu'on a besoin quand même pour structurer les choses de partis politiques. Est-ce que je regrette? Je ne sais pas s'il faut regretter, c'est un fait. La difficulté des réseaux sociaux, alors la puissance de diffusion d'un réseau social est incontestable, elle est démentielle par rapport à ce qu'on a connu il y a 20 ou 30 ans, y compris par rapport à ce qu'était la puissance télévisuelle. Après, elle a tendance à, je trouve, rendre plus violent le débat public. Parce qu'il y a quelque chose de plus tendu dans le réseau social. Des sociologues ou des spécialistes de ces questions-là le diraient beaucoup mieux que moi, ou sans doute vous. Mais il y a quelque chose qui tend le débat public, alors qui met en exergue très vite avec le name and shame notamment, où des noms de responsables politiques sont pour le monde jetés en politique pâture qui sur Internet. parfois se soumet trop au temps court. C'est vrai que c'est un puissant accélérateur. Or, le monde politique a besoin aussi de temps long, me semble-t-il. On est là, au fond, dans des questions de légitimité, de l'engagement politique, la démocratie représentative, le monde associatif, le monde du piratage informatique. Ils sont tous légitimes ou pas, selon vous, ces mondes-là, pour faire changer le monde? Moi, je crois, mais comme Samuel vient de le dire, je crois vraiment à une division du travail engagé. C'est d'ailleurs un discours que Antoine va tenir dans le livre, qui est que il y a différentes formes d'action qui peuvent coexister et qui peuvent être nécessaires. Et qu'il ne faut pas juger ça selon les principes de la morale kantienne qui voudrait que tout soit universalisable. De dire, et si tout le monde faisait comme toi, qu'est-ce que ça donnerait? Mais en fait, si tout le monde était à l'Assemblée nationale, ça ne donnerait pas grand-chose de bon. Si tout le monde était pirate informatique, ça ne donnerait pas non plus grand-chose de bon. Donc il faut prendre en fait ce que ces modes d'action nous permettent. Et en l'occurrence, oui, il y a des actions illégales qui peuvent faire bouger les lignes. Lesquelles, par exemple? Les lanceurs d'alerte, par exemple, si on pense à Snowden, finalement, lui fait une action illégale, mais pour révéler une action bien plus massive, bien plus puissante et tout aussi illégale. Donc on peut dire que cette action est absolument légitime. Et après, on peut dire aussi, il faut qu'il y ait un travail institutionnel qui se fasse à côté, après, en même temps, je ne sais pas comment, pour que, au-delà d'un cas isolé ou d'une petite poignée de personnes, les changements qui sont demandés puissent passer à grande échelle, parce que quand on affronte des ennemis qui sont très grands et quand on affronte des problèmes qui sont systémiques, eh ben en fait une poignée d'activistes peut juste attirer l'attention, mais pas faire le reste du travail. D'où la nécessité de la coexistence. On parle de coexistence, de complémentarité. Vous voyez des choses de la même manière? Un activiste peut être l'allié d'un élu? Je partage presque tout ce que vous avez dit. La limite pour moi, et à la place à laquelle je suis, je ne peux pas dire autre chose, mais c'est ce que je pense au fond. Il n'est pas faux de dire qu'il y a de grandes causes qui ont progressé parce qu'au fond, un certain nombre de gens se sont affranchis de la légalité. C'est au fond pas très nouveau de ce point de vue-là, je dirais ce que je sens de nouveau. Les droits civiques aux États-Unis, le droit à l'avortement, ça a procédé quand même au démarrage d'actes illégaux. En même temps, ça ne peut pas être une rhétorique permanente, me semble-t-il. C'est un acte pour moi d'alerte et de mise sur la scène publique d'un problème. La limite pour moi, et dans le monde dans lequel on vit, je trouve que c'est là la dérive un peu risquée, en tout cas si on veut faire avancer les causes, c'est quand ça produit quelque chose qui est d'une forme de violence faite à l'autre. C'est ça qui est pour moi quelque chose, qui est dans la philosophie qui est la mienne. Forme de limite. Il y a quelque chose qui ne peut pas être la violence seulement faite à l'autre, quand bien même, d'ailleurs, ceux qui le font sont eux-mêmes victimes d'une forme de violence morale ou sociale ou d'autre nature. Deuxième élément, la difficulté dans laquelle on est, me semble-t-il, en ce moment, c'est que ce que vous décrivez assez bien, c'est-à-dire on met sur la place publique et après le système au bon sens du terme, l'institutionnel se saisit de la question et dans le cadre institutionnel, parce qu'il faut bien un cadre institutionnel pour traiter des questions, on le transmet. Or aujourd'hui, sans doute les réseaux sociaux ne sont pas de ce point de vue-là tout à fait favorables. On fait émerger le problème très rapidement et on a du mal à construire après quelque chose qui est de l'ordre de comment on avance. Et c'est peut-être ça la difficulté par rapport à ce qu'on a vécu des causes que j'ai essayé de décrire devant vous.
c'est plus difficile, compte tenu de ce que sont ces outils-là et de ce qu'est l'ambiance de la société, de produire après de qu'est-ce qu'on en fait, quel est le compromis et qu'est-ce qu'on fait avancer comme cause. Moi, il me semble que c'est une des difficultés qui est devant nous. Merci, on va s'arrêter là. Je veux peut-être une toute dernière question très rapidement. Comme un empire dans un empire, ça vient d'où cette formule? Ça vient d'une citation de Spinoza qui dit en réalité, ils conçoivent l'homme dans la nature comme un empire dans un empire. Et qui est une phrase par laquelle il essaye de démontrer qu'on pense notre place d'une manière qui n'est pas bonne. Alors, on a mis en avant complètement le libre arbitre, la volonté qui nous permettrait d'échapper au déterminisme, qui nous permettrait aussi de nous penser en maître et possesseur de la nature, comme si l'homme était libre. Et Spinoza rappelle qu'il ne l'est pas. Et dans mon livre, j'essaye aussi de regarder qu'est-ce qui construit un personnage, comment il est entravé, c'est quoi les liens qu'il porte et qui vont aussi d'une certaine manière l'empêcher de rêver ou l'empêcher d'habiter de manière paisible un espace et de le partager avec d'autres formes de vivants. Et c'est en librairie chez Flammarion. Merci beaucoup Alice Zeniter. Vous restez avec nous Marc Fesneau. On va terminer avec la chronique de Thomas Després. Alors ce soir, il nous parle de ces futurs jeunes papas qui dès l'année prochaine vont pouvoir pouponner un peu plus longtemps. C'est l'annonce présidentielle du jour, n'est-ce pas Thomas ? Oui, exactement, Myriam. Emmanuel Macron a annoncé un allongement de la durée du congé à paternité, une annonce qui fait presque consensus à 19 mois de l'élection présidentielle. Je vous raconte tout ça. Alors on attendait la déclaration d'Emmanuel Macron cet après-midi dans une crèche dans l'Essonne à Longjumeau, mais c'est finalement sur son compte Instagram que le président de la République a annoncé la nouvelle. Plus de temps pour les futurs papas, pour qu'ils puissent cajoler leur bébé un peu plus longtemps. Nous allons porter le congé paternité à 1 mois. 1 mois au sein desquels il y aura 7 jours obligatoires pour chaque jeune papa. Cette annonce n'a pas tardé de faire réagir les députés ici à l'Assemblée. Alors bien sûr, tout le monde trouve que c'est une bonne idée, même si certains n'hésitent pas à y voir une dépense supplémentaire. Moi j'ai entendu parler de 800 millions d'euros à vérifier. En tout cas c'est un chiffre qui circulait, ça commence à faire un peu d'argent. Et je trouve qu'en ce moment on a tendance à une distribution assez généreuse et on ne voit pas trop comment tout ça se finance. Il est important qu'on puisse évidemment s'occuper de ses enfants en très bas âge. C'est pas uniquement, même si c'est le rôle de la femme, de la maman, c'est aussi le rôle du papa. Que les deux puissent s'occuper également de cette arrivée de l'enfant, c'est vraiment quelque chose de formidable. Enfin, vraiment, c'est formidable. Alors, en passant de 14 jours à 28 jours, la France progresse, mais elle reste bien loin, très loin derrière d'autres voisins européens. Et sur ce sujet-là, ce sont les pays du Nord qui font la course en tête. En Suède, par exemple, comptez 480 jours de congés parentaux à partager entre les deux parents. Au Danemark, c'est 413. Mais ici, en France, des députés veulent qu'on aille encore plus loin. Ils ont déposé une proposition de loi. Bonjour Guillaume Chiche. Alors vous, dans la niche écologie, démocratie, solidarité, vous proposez d'allonger le congé à paternité, non pas à 1 mois, comme l'a annoncé Emmanuel Macron, mais à 3 mois. Pourquoi ? Au nom d'une logique de l'intérêt de l'enfant, au nom d'une logique égalitaire entre les femmes et les hommes, je crois qu'il faut allonger le congé paternité. Moi, je propose de 12 semaines, dont 8 semaines obligatoires, pour que tout un chacun puisse s'investir dans sa famille et auprès des nouveau-nés. Je crois que vous êtes jeune papa. Vous les auriez pris, vous, les 2 mois de congé paternité ? J'ai une situation, on va dire, une activité qui est celle de député, qui est un petit peu singulière. En revanche, avant de devenir député, j'étais un salarié. S'il m'avait été donné l'opportunité pendant 2 mois, 8 semaines, d'être aux côtés de ma compagne pour l'aider dans des tâches qui sont difficiles, eh bien oui, je l'aurais pris avec très grand plaisir. Voilà Myriam, la proposition de Guillaume Chiche sera débattue dans l'hémicycle le 8 octobre prochain, mais elle a peu de chances d'aboutir. En revanche, l'annonce d'Emmanuel Macron, elle, sera votée dans le projet de loi de finances de la Sécurité sociale et devrait rentrer en vigueur au mois de juillet 2021. Vous avez pris votre congé paternité ? Je ne suis pas un bon élève, j'avais pris quelques jours, mais je n'ai pas pris mon congé paternité. Je pensais à ce que... Je n'étais pas député d'ailleurs, j'étais collaborateur parlementaire. J'écoutais ce que disait Guillaume Chiche, je me disais, au fond, la question de ne pas savoir si on est député, ministre ou salarié, la question c'est que la culture masculine, dont je suis assez imprégné, sorte de cette logique de, parce qu'on serait très occupé,
ne pourrait pas prendre son congé paternité. C'est un choix. Il y a des femmes qui font beaucoup de sacrifices pour élever des enfants. Et donc, il y a quelque chose... Je pense que personne n'est parfait, donc je ne donne aucune leçon. Et j'ai moi-même, comment dirais-je, pas œuvré comme il fallait sans doute. Mais il y a quand même un besoin que nous-mêmes, nous réfléchissions. Et c'est pour ça que c'est bien dans cette mesure aussi qu'il y a une part d'obligation. Parce que je pense que ça permet aux hommes de réfléchir à leur place et à leur rôle auprès des enfants. Et le message est bien passé. Merci infiniment pour ce débat. Alice Zeniter, une romancière, un ministre sur ce plateau, Marc Fesneau, et un associatif, un militant de terrain, L214, Samuel Hérault. C'était passionnant. C'est la fin de cette émission. À demain.